Puis ça va super bien. Il y a des locataires qui nous font confiance, puis on est en train de créer cet engouement-là dans l'écosystème qui est absolument fantastique. Mais pour moi, la vraie paye là-dedans, c'est de voir des entreprises qui s'installent, qui produisent, lesquelles on aide. Dans le fond, on paye pour tous leurs aménagements agroalimentaires pour être sûr qu'ils soient capables d'avoir une belle croissance puis d'avoir du succès. Ça, c'est ma paye, là. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier de chez PMML. Aujourd'hui, dans notre podcast Tout terrain, on reçoit M. Sébastien Gariepi du groupe Inspire. Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va très bien et toi? Merci oui, d'être avec nous aujourd'hui puis de pouvoir partager un petit peu ton expérience, ton expertise surtout dans notre podcast de Réseau Tout terrain aujourd'hui. Bien, c'est vraiment un plaisir. Merci de l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Sébastien, écoute, on te reçoit aujourd'hui un petit peu comme un invité pas atypique, mais qui sort un peu de l'ordinaire au niveau du terrain puis au niveau du monde du terrain. Tu es un redéveloppeur, tu n'es pas un développeur. Puis j'aime comment tu te nommes redéveloppeur, ouais, parce que c'est exactement ce que tu fais. Puis tu fais ça avec toute ta grande équipe aussi de Groupe Inspire. J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu, avant qu'on parle des expertises du Groupe Inspire et de vos projets, Sébastien Gariepi, c'est qui? Absolument. En fait, je viens d'une famille très modeste sur la rive nord de Montréal. J'ai appris assez jeune les valeurs du travail, de la discipline. Puis ça l'a teinté mon parcours, tous les étapes de mon parcours. À l'âge de 18 ans, j'allais au cégep, puis je travaillais de soir dans une usine pharmaceutique. Et j'ai eu la chance de rencontrer un individu qui avait acheté un premier duplex à 18 ans. Je n'avais pas nécessairement d'éducation financière et surtout pas d'éducation reliée à l'immobilier. Donc, ça a été un moment d'éveil pour moi de découvrir ça. Et puis, je me suis intéressé à l'immobilier. Puis, quelques mois plus tard, j'ai acheté mon premier duplex avec cette personne-là. Et puis, ça a été le début d'une grande aventure. Ça a vraiment transformé mon parcours. Je devais devenir ingénieur et puis j'ai complètement bifurqué pour faire de l'investissement immobilier. Mais j'ai rapidement compris, puis si on parle de ça, c'est là 18 ans. Ouais. Ça fait quand même un certain moment. À ce moment-là, pour moi, l'immobilier était un bon fonds de retraite, mais n'était pas un travail à temps plein. Je ne le voyais pas comme un travail à temps plein. Et puis, c'est là que je me suis questionné à savoir qu'est-ce que je pouvais faire comme travail à temps plein pour m'exposer encore davantage à l'immobilier, apprendre, développer un réseau de contacts. Puis c'est là qu'on a décidé, mon partenaire et moi, de devenir évaluateur immobilier. On a parti notre propre firme d'évaluation. On a fait ça pendant une dizaine d'années. Puis ça nous a permis de développer une expertise transversale. On a touché à toutes les classes d'actifs, Ouais. Évalué une multitude de bâtiments, de terrains, de propriétés uniques. Puis ça m'a permis de bâtir mon réseau de contacts aussi. Et puis, à travers ça, on a toujours fait des petites transactions, des projets immobiliers. Mais c'est il y a environ 6 ans, quand j'ai décidé de quitter l'évaluation, que là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais pour bénéficier puis mettre mon expertise puis mon talent à l'œuvre pour réaliser des projets immobiliers. Et puis, c'est là que je me suis dit, on va redévelopper des projets immobiliers. Donc, on a commencé en achetant des multilogements à revaloriser. Ensuite, on a touché au commercial, à l'industriel de la même manière. Puis, après quelques années à faire ça, je trouvais ça super intéressant puis stimulant. Puis, financièrement, ça allait super bien. Mais il manquait un petit quelque chose. Le fameux purpose, le fameux why qu'on appelle. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis re-questionné pour réaliser que j'ai vraiment envie de faire une différence dans la société. Puis mon talent, c'est l'immobilier. C'est de réaliser des projets immobiliers. Donc, comment je peux avoir un impact plus positif dans les communautés. Puis c'est de là qu'est née la seconde mouture de la vision, de la mission de Groupe Inspire, qui est de créer des communautés durables. Donc, maintenant, chacun de nos projets se veut vraiment d'être une solution dans la société.
Fait que c'est un petit peu ça le parcours. Excellent, excellent. J'aime un petit peu ce que tu viens de raconter parce que tu pars vraiment avec moins d'informations sur le type d'investissement qu'est l'immobilier, qu'est-ce qu'on fait, c'est un plan de retraite. C'est ça qu'on veut démontrer aujourd'hui un petit peu à nos téléspectateurs parce qu'on a toutes sortes de téléspectateurs. On a des gros développeurs qui vont nous regarder, mais on a aussi des gens qui se questionnent, qui ont des parcs immobiliers, qui ont des immeubles, qui se questionnent sur c'est quoi le terrain en fait, comment ça fonctionne. Au final, le terrain, c'est pas uniquement un morceau de terrain. Le terrain, c'est énormément de choses. Puis tu viens de montrer à travers ton parcours ici que tu commences avec un duplex, tu apprends comment ça fonctionne, le mécanisme un petit peu, puis tu commences à comprendre ça de plus en plus. Puis tu t'en vas vers quelque chose qui fait en sorte que tu redonnes à la société. En même temps, bien, tu as créé un métier à travers ça. Tu t'es créé un métier à temps plein. Puis en même temps, aujourd'hui, tu as fondé Groupe Inspire, puis vous êtes en train de faire des très gros projets. À travers tout ça, puis ton expérience, Sébastien, comment tu vois, mettons, le redéveloppement d'un terrain? Est-ce que toi, tu vas vraiment avec des critères d'évaluation pour acheter un terrain ou tu y vas vraiment avec son potentiel? C'est quoi qui est plus important pour toi, les critères ou le potentiel? C'est une excellente question. Nous, comme on disait, on se veut un redéveloppeur, puis j'aime vraiment utiliser ce terme-là, excusez. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un vestige sur le terrain. Il faut qu'il y ait un bâtiment existant qui peut être en état complet de décrépitude ou bien dans un état moins avancé de besoin de redéveloppement. Ouais. Mais il faut toujours qu'il y ait une propriété sur le site. Puis il faut qu'on soit capable de créer de la valeur en le redéveloppant. Puis le mot « valeur », c'est pas juste financier. La valeur, c'est la valeur sociale aussi. Est-ce qu'on est capable de créer un écosystème qui va enrichir la communauté? Est-ce qu'on est capable de faire une différence dans la vie des citoyens? Fait que c'est pas juste une valeur financière. Donc, c'est très difficile pour moi de donner des critères qui fait qu'un projet nous intéresse ou pas, parce que c'est beaucoup plus que des chiffres. Fait qu'il y a des propriétés qui me sont présentées que les gens qui me les présentent me disent « J'imagine que c'est pas pour toi, mais quand je le regarde puis je vois une richesse architecturale, un besoin dans la communauté immédiate non répondu, puis que ça donne que le contenant, le bâtiment, permettrait d'y répondre, bien, c'est là on devient créatif, puis qu'on est capable de monter des écosystèmes que j'aime appeler « out of the box ». Là, on fait certains des projets qu'on fait sont très éclatés, sont différents de ce que les autres genres de développeurs font. Fait qu'il y a un volet créatif qui est difficile à mettre un critère dessus, si je peux me permettre. Super. Je comprends ce que tu dis. Dans le fond, vous aimez vraiment être créatif dans vos projets, mais vous regardez aussi toute la valeur, tous les potentiels de valeur aux alentours et pas uniquement la valeur financière. Ça, c'est bien parce que souvent, quand on utilise cette approche, Sébastien, bien, on a automatiquement l'appui des municipalités, l'appui des autorités compétentes, parce qu'on vient répondre à un besoin où est-ce que peut-être la municipalité voudrait, mais n'a pas nécessairement les fonds tout de suite, ou a les fonds, mais n'a pas les experts pour le faire. Donc ça, c'est une astuce que les redéveloppeurs utilisent comme toi, que je trouve très intéressant. Puis c'est une façon de créer de la valeur, pas uniquement pour vous, mais aussi pour les autres, avec l'appui des autorités compétentes. Puis c'est ça qui fait la réussite d'un projet, je pense, parce que c'est un win-win pour tout le monde. Oui, puis tu amènes un bon point. Tu sais, dans le passé, quand j'étais plus jeune comme développeur, bien, on voyait toujours les autorités municipales comme c'est difficile de traiter avec eux, puis là, ils nous mettent des bâtons dans les roues, ils ont des exigences, tout ça. Maintenant, avec l'approche qu'on a d'amener une solution dans la communauté, bien, premièrement, première chose qu'on fait, avant d'acheter une propriété, souvent, on va les consulter pour leur demander, selon vous, dans ce milieu-là, quel est le besoin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enrichir ce milieu-là? Et puis, à ce moment-là, bien, ils voient qu'on les écoute, ils voient qu'on est là pour collaborer avec eux, puis la relation, elle part super positivement. Puis ça nous amène même, dans les derniers temps, à ce que certains bras de développement économique, certains créneaux de certaines villes nous appellent directement
pour dire « Hey, on a tel enjeu, voyez-vous une solution pour traverser cet enjeu-là? » Fait qu'on devient un allié des villes à la place d'être en constant combat avec eux. Fait que c'est une dynamique super rafraîchissante. Puis ça, c'est pas juste, comment je dirais ça, c'est pas juste parce qu'on les approche puis on essaye de collaborer avec eux. C'est qu'on a cette ferme intention-là de faire une différence dans la communauté. Fait que je crois qu'ils ressentent que c'est vrai ce qu'on veut faire. C'est pas juste on essaye de les mettre de notre bord. Je sais pas si tu comprends la nuance. Oui, oui, c'est vrai. Puis c'est tellement inspirant ce que tu dis, puis ça vient rejoindre le nom de ton entreprise, Groupe Inspire, mais c'est vraiment inspirant parce que, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Qu'on soit développeur, redéveloppeur, constructeur, c'est vraiment travailler en collaboration avec tout le monde. Ouais. Toutes les parties prenantes qu'il va y avoir dans un projet doivent être des collaborateurs et non des compétiteurs ou la ville ne mettra jamais les bâtons dans les roues d'un projet qui va être intéressant et qui va être aussi un besoin pour la municipalité, pour la ville, qu'importe. Donc, c'est sûr et certain que l'approche que toi, tu as, c'est une solution gagnante, non seulement pour la ville, toi, mais aussi les citoyens. Les citoyens bénéficient de certains de la réussite, de la concrétisation du projet. Absolument. On le voit souvent dans des villes où est-ce qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Justement, j'imagine que quand tu assistes à tes consultations municipales avec les citoyens, comment ça se passe un petit peu? L'idée, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Ouais. L'enjeu, je crois que c'est que les développeurs regardent trop le proforma. Bien évidemment, les chiffres sont importants. Ouais. Si les chiffres ne fonctionnent pas, il n'y a pas de projet. Mais de prendre en amont du temps pour consulter les parties prenantes de l'écosystème, ça vient après ça tout changer parce que le proforma évolue positivement. On trouve des nouvelles opportunités qui font évoluer les chiffres. Au départ, peut-être que c'est un petit peu plus serré, mais en prenant le temps de s'asseoir avec les parties prenantes puis de trouver des solutions, d'amener une solution à un problème, bien, oups, finalement, il y a des nouvelles opportunités puis le proforma, il marche. Fait que nous, on le travaille vraiment à l'envers, puis il faut faire confiance un peu à la vie, là, parce que c'est très contre-intuitif. Oui, trust the process. Exact, mais quand on fait les choses pour les bonnes raisons, avec des bonnes intentions, personnellement, ça nous a toujours souri, puis ça amène les bons résultats. Fait que, tu sais, quand on arrive face à des citoyens, puis qu'on leur démontre tous les bénéfices du projet, puis qu'on parle vraiment avec notre cœur, là, on n'a pas en arrière pensé notre proforma tout le temps, bien, les gens, ils le sentent, puis de toute façon, on les a déjà pré-consultés pour voir c'est quoi leurs besoins, puis on a adapté notre projet en fonction de leurs besoins. Fait qu'au final, tout le monde est content. Exactement. Exactement. Moi, j'aimerais ça que tu parles un petit peu de le projet qui a été le plus challengeant pour Groupe Inspire, puis aussi dans ta carrière. Est-ce qu'il y a un projet que tu as trouvé vraiment challengeant? Quels ont été les challenges? Puis comment vous avez surmonté ça? En fait, ils sont tous, pour ça. être honnête. Surtout quand on fait les choses différemment, ils sont tous challengeants. Mais une de nos valeurs, c'est l'innovation. Ouais. Donc, on essaye toujours des nouvelles choses. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça amène son lot de défis, bien évidemment. Ouais. J'ai envie de parler de notre projet à Trois-Rivières parce que, très franchement, ça a été un peu la pierre angulaire du changement de vision de l'entreprise. On se fait présenter une opportunité qui est une ancienne papetière de Cascade à Trois-Rivières, donc un bâtiment 1915 qui est en décrépitude totale, sur le bord du fleuve toutefois, avec un terrain d'1,4 million de pieds carrés, majestueux. Le site était, en fait, les premières fois que je l'ai visité, j'étais étourdi, là. C'est un bâtiment de 360 000 pieds, extrêmement sinueux. C'était fou, mais je ressentais vraiment un feeling quand je visitais ce bâtiment-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une ancienne papetière, dont d'ailleurs les équipements de papeterie sont encore sur place? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'avais aucune espèce d'idée. Et Cascade, si on n'achetait pas le bâtiment, allait le démolir. J'ai visité cet immeuble
J'ai visité cet immeuble et j'ai fait une offre aussi sur cet immeuble avec un de mes clients. Fait que je sais exactement de quoi tu parles. Fait que il y avait un gros challenge pour le vendeur. Challenge énorme. Mais là, la première chose que j'ai fait, je suis allé m'asseoir avec la ville, avec le développement économique de Trois-Rivières, pour leur dire, c'est votre territoire, c'est votre expertise, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce site-là? Et là, ils m'ont mis sur la piste de l'agroalimentaire. Qu'est-ce que je connais à l'agroalimentaire à ce moment-là? Zéro. J'ai aucune expérience là-dedans, mais je décide de justement trust the process. Là, ils me font rencontrer des gens qui ont de l'expertise en agroalimentaire. Puis on a rapidement développé un projet super structurant pour les entreprises agroalimentaires pour qu'ils puissent s'installer, mutualiser des services, des équipements, travailler ensemble, collaborer. Puis je regardais cette idée d'écosystème-là qu'on voulait créer. Puis honnêtement, ça faisait tellement de sens. Ça répondait à un besoin de la communauté. Donc j'ai dit, let's go. Est-ce que je me doutais qu'il allait y avoir des défis? Bien évidemment, je connais rien là-dedans. Puis la propriété est vraiment particulière. Les chiffres fonctionnent. Je me dis qu'on va trouver des solutions. Puis encore aujourd'hui, on n'a pas terminé le développement du projet, mais on est bien avancé. Puis ça va super bien. Il y a des locataires qui nous font confiance. Puis on est en train de créer cet engouement-là dans l'écosystème qui est absolument fantastique. Mais pour moi, la vraie paye là-dedans, c'est de voir des entreprises qui s'installent, qui produisent, lesquelles on aide. Dans le fond, on paye pour tous leurs aménagements agroalimentaires pour être sûr qu'ils soient capables d'avoir une belle croissance puis d'avoir du succès. Ça, c'est ma paye, là. C'est incroyable la différence qu'on fait. Bien évidemment, le projet est rentable aussi, mais de voir l'impact qu'on crée, ça, c'est ma paye. Fait que pour répondre à ta question initiale, ça c'est un genre de projet qui est complexe, mais c'est ça qui nous drive, c'est ça qui fait que je me lève le matin. Si le projet est trop simple, bien, sans prétention, mais je m'éteins. Moi, j'aime trouver des solutions à des problèmes, puis je pense que c'est un peu la définition d'un entrepreneur aussi. Exactement, exactement. Puis c'est vrai ce que tu dis, parce que si jamais c'est trop facile, ça ne fonctionnera jamais. Quand une transaction ou un redéveloppement est trop facile, ou qu'importe le projet, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'émotion. Puis je pense qu'à travers tous les développeurs, les constructeurs, les gens qui sont dans l'immobilier, qui sont des investisseurs, recherchent un petit peu cette émotion, ce challenge, puis un petit peu le résultat. C'est sûr qu'il faut que les produits et les transactions soient rentables. Ça, c'est normal. On travaille pour ça. Mais c'est encore plus payant quand c'est les deux. Quand on est capable de voir un résultat, qu'on est capable de voir des gens qui sont contents dans les immeubles qu'on redéveloppe, qu'on met à la disposition des citoyens, ça, c'est la cerise sur le sundae, comme on dit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Ouais. Puis je pense que c'est ça aussi qui crée aussi la signature d'une entreprise. Groupe Insper, c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est une signature que vous vous êtes créée à travers vos projets qui font en sorte que les gens savent Groupe Insper va redévelopper ce site. Bien, qu'importe le site que vous allez redévelopper, que ce soit un site commercial, un site multilogement dans le résidentiel, les gens vont tout de suite savoir que c'est un site où est-ce qu'ils vont se sentir bien et où est-ce qu'ils vont être contents, puis ils vont avoir un environnement intéressant. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de développeurs dans les dernières années sont en train de comprendre et sont en train d'intégrer dans leur processus d'entreprise et dans leurs valeurs surtout. C'est ça qui est en train de faire en sorte que les développements qu'on voit pousser dans les dernières années, je te dirais pas les dernières très, très avancées, mais je te dirais ça fait 2-3 ans qu'on commence à entendre ça. Depuis un petit peu la mode d'informer les gens sur l'environnement, sur le bien-être, on dirait que c'est une vague qui est arrivée après le COVID et que les gens ont réalisé certains besoins et qu'ils ont réalisé surtout qu'on peut faire de l'argent en immobilier, mais en faisant de l'argent, il faut aussi qu'on donne du bien-être aux gens parce que les deux ne fonctionnent pas l'un sans l'autre. C'est ça un peu qui fait qu'aujourd'hui, on a des développeurs qui ont énormément de succès, puis on a des redéveloppeurs comme toi qui ont énormément de succès aussi. Moi, ce que j'ai entendu dans cet exemple que tu viens de nous donner, c'est que tu as eu des challenges. Mais moi, j'aimerais ça avoir plus de détails sur comment ça s'est fait, parce que moi, je connais cet immeuble-là
que tu as acheté à Trois-Rivières. J'ai eu l'occasion de le visiter avec un de mes clients qui, lui, justement, il va se reconnaître, mais c'est un très, très, très bon client à moi, puis que j'apprécie vraiment travailler avec lui, mais lui, c'était différent. Ouais. Il n'était pas capable de prendre cet immeuble-là parce que lui, c'est pas un redéveloppeur, c'est un propriétaire occupant. Ouais. Fait qu'il y avait trop d'argent à mettre là-dedans pour adapter cet immeuble-là à ses besoins à lui en tant que propriétaire occupant. Mais comment ça s'est passé au niveau du financement? Parce que je sais que cette transaction était très tight. Ouais. On avait des délais de vente pour le vendeur et on avait aussi des challenges financiers au niveau du financement. Ouais. C'est quoi l'astuce que tu as utilisée et peut-être, si tu peux bien sûr de nous en parler, la stratégie financière que tu as utilisée dans cette transaction-là? C'est excessivement complexe, comme tu dis, parce qu'en plus, il y avait de la contamination sur le terrain. Donc, il fallait trouver un financier qui comprenait ça. On avait une multitude d'expertises qui démontraient les enjeux environnementaux, mais également, Cascade s'engageait à les régler parce Oui. qu'ils ont, je ne veux pas aller dans les détails, mais ils ont un usage assujetti à la loi de l'environnement. Donc, en tant qu'entreprise, ils devaient s'en occuper. Donc, on a réussi à trouver un créancier qui comprenait cette réalité-là et on a eu légalement, on a eu besoin de signer des papiers là, pour se protéger, mais le créancier a compris ça. Deuxièmement, on avait quand même une certaine occupation dans le bâtiment. Là. Il y avait certaines parties du bâtiment qui étaient occupées par un locataire, donc il y avait des revenus qui permettaient de générer un cash flow positif et donc d'emprunter. Mais l'autre item, c'est qu'on a développé un plan de développement quand même assez rapidement. On l'a soumis au banquier pour lui expliquer voici de où on part, voici où on s'en va. Puis il y a eu une confiance par rapport à l'exécution de ce plan-là qui nous a permis d'avoir un prêt. Les enjeux subséquents au financement ont été multiples. Bien évidemment, le redéveloppement, la rénovation de ce site-là, comme on disait, c'est un site centenaire. Tout est super âgé. On a eu la chance toutefois que la personne qui est en charge de l'entretien du site pour Cascade a décidé de rejoindre notre équipe. Donc, on avait la personne qui connaissait le plus le bâtiment. Ça, c'est une très bonne chose que tu Ouais. penses, Sébastien, parce que beaucoup de gens sous-estiment les gens qui gèrent les projets. Moi, je dis toujours à mes clients, si tu as un gestionnaire qui est là-dedans, garde-le. Oui. Parce que c'est lui ta clé de toutes tes portes dans la base. C'est parce que c'était une usine manufacturière de pâte et papier qui a eu plein d'agrandissements à travers le temps, des modifications et tout. Lui était là, mais pas tout au long de ça, mais au moins les 10-12 dernières années. Donc, il connaît tous les dessous du bâtiment. Donc, Ouais. quand vient le temps de rénover, de changer des boîtes électriques de place et tout, il sait exactement où ça se raccorde et tout. On sauve un temps fou. Puis ça nous a permis d'économiser des coûts substantiels. Fait que le premier enjeu, rénovation. Extrêmement complexe, se conformer au code, etc. dans un vieux bâtiment, ça a été un enjeu de taille. Contrôle des coûts, parce que, tu sais, au départ, on a fait un budget, mais tu as toujours des surprises dans ce genre de bâtiment-là. C'est sûr et certain. Ce qui a aidé, c'est qu'on est hyper créatif à ce niveau-là, puis on favorise l'économie circulaire, donc on a récupéré une quantité substantielle de matériaux. Fait que ça l'aide. Mais là, une fois que la construction est faite, l'autre élément important, c'est le marketing pour être capable d'attirer des locataires. C'est bien beau qu'on rénove, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont croire au projet puis qui voudront occuper les locaux? Bien, je pense qu'on a fait un quand même assez bon travail pour rapidement créer l'écosystème puis convaincre les gens que ça va répondre à leurs besoins. C'est sûr qu'en ayant consulté le milieu avant, bien, on savait qu'il y avait un besoin puis que notre offre allait probablement répondre à la demande. Mais ça a été quand même un enjeu. C'est pas juste on loue un local industriel standard puis il y a 1 % de vacances dans le marché, c'est facile. On avait une surspécialisation dans l'agroalimentaire. Il a fallu développer nos réflexes. Quels sont les besoins de ces locataires-là? Comment on peut y répondre? Fait que le marketing puis définir notre offre a été un solide challenge.
C'est super intéressant, puis c'est un projet très atypique, surtout à Trois-Rivières, puis surtout même au Québec, voir une ancienne bâtisse comme ça transformée en bâtisse locative pour l'agroalimentaire. On le voit un peu à Montréal. On a visité un projet récemment avec PMML, avec M. Lorne Lieberman à Chabanel. Absolument, je connais très bien le projet. C'est un petit peu similaire à ça que tu as fait. Puis je pense que c'est un petit peu quelque chose qui s'en vient de plus en plus, qu'on n'entendait pas trop parler avant. Et puis, au niveau du zonage de ce type de bâtiments qui peuvent accueillir des choses comme ça, c'est des zonages qui sont très atypiques, où est-ce qu'on a un zonage commercial, mais un zonage agricole en même temps. Oui. En fait, nous, on n'avait pas le volet agricole. L'idée, c'est que l'agroalimentaire, c'est plus de la transformation. OK. C'est pas de l'agricole. Cependant, on a des discussions avec des entreprises de serre verticale. Ça, c'est réellement de l'agriculture. Donc, on est allé chercher un usage supplémentaire pour l'agricole parce qu'on a besoin, si on finit par accueillir des locataires dans ce créneau-là. Fait qu'on partait d'un zonage commercial industriel, puis on a fait rajouter l'usage agricole. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on voit beaucoup de sites qui sont pas exploités à leur pleine valeur, que beaucoup de développeurs sont réticents d'acheter ou de développer parce que, justement, il y a un zonage agricole qui est sur le site, puis ils se disent « Ouais, mais je ne vais pas pouvoir exploiter mon zonage à son plein potentiel. » Mais ça, c'en est une solution. Et c'en est une solution aussi qui amène énormément de valeur parce qu'au Québec, on produit, mais on importe énormément. Et on a un besoin grandissant, on a une population qui est grandissante, on a énormément besoin de produire québécois et produire local. Ça, c'est une solution parce qu'au final, on est capable d'utiliser ces bâtisses-là tout au long de l'année et pas uniquement en été ou au printemps. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Puis, je pense aussi que c'est une solution au développement vertical. On est en train de voir une demande de densification verticale et un ralentissement de l'étalement urbain, mais ça, c'en est une solution pour les entreprises qui veulent pouvoir continuer à rester dans des zones pas trop loin des villes, qui veulent rester aussi dans des régions où est-ce que le transport de la marchandise et du produit va se faire facilement, puis en même temps, d'utiliser des sites existants comme ça. Je pense que c'est une solution incroyable qu'on est en train de voir pousser. On en a quelques-unes qui sont en train de se faire aussi à Laval. Puis on est en train de voir aussi plusieurs agriculteurs essayer de revoir leur façon de travailler. Parce que l'agriculture devient de plus en plus difficile, l'agriculture artisanale, comme on la connaît dans le bon vieux temps. Ça, je pense que c'est une solution incroyable. Puis ce que vous avez fait, c'est que ça vous donne aujourd'hui une longueur d'avance sur des développeurs qui voudraient se lancer dans ce type de produit-là, parce que justement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Oui, puis bien évidemment, je ne vous cacherai pas que ce projet-là nous amène sur d'autres pistes ailleurs au Québec qu'on travaille présentement. Moi, c'est sûr, je veux reproduire ce genre d'écosystème-là parce que, ça répond à un besoin, puis je crois fondamentalement qu'on est rendu là. Bien évidemment, d'automatiser puis d'amener la technologie dans l'agriculture ou l'agroalimentaire, ça pose des défis importants, mais je pense qu'on est rendu là. Fait que moi, j'ai vraiment envie d'avoir un impact encore plus grand dans ce créneau-là, puis créer d'autres écosystèmes du genre. Fait que je pense qu'on va avoir pas mal de plaisir. Excellent, excellent. Si on parlait un petit peu des projets que tu fais actuellement, je sais que tu es aussi dans le commercial, comme on vient de parler, mais tu fais aussi de la création de logements. Tu fais aussi du multilogement. Si tu pourrais nous parler un peu de tes projets en cours, qu'est-ce qui s'en vient avec Groupe Inspire? Si on peut avoir des primeurs, ça nous ferait plaisir. Oui, bien, on travaille sur plusieurs projets en ce moment. On a acheté quelques propriétés multirésidentielles. Un des volets qu'on exploite en ce moment, c'est l'abordabilité. Donc, on achète des bâtiments existants dans lesquels les revenus, les loyers sont bas. Et puis, notre objectif, c'est de tranquillement améliorer la qualité du bâtiment pour offrir un milieu de vie sain pour les locataires, tout en contrôlant les hausses de loyer pour ne pas se ramasser à rénover de fond en comble un logement, que ça coûte 60 000, 75 000, puis que pour que le proforma fonctionne, on doit louer le logement à 2 000 $. On veut vraiment avoir un impact significatif sur l'abordabilité. Donc, on crée ces petites communautés-là dans les bâtiments en étant certain de bien contrôler les coûts pour être capable, malgré tout, d'amener de l'abordabilité. Ça, c'est une chose. Ça, c'est plus une stratégie reliée aux bâtiments existants.
occupés Oui. qu'on achète. On achète aussi des bâtiments vacants. Ça donne qu'on a tombé sur quelques opportunités où les bâtiments étaient complètement vacants. Parfois, c'est des changements d'usage, donc ce n'était pas nécessairement des logements, puis on le convertit pour faire du logement. Personnellement, je crois que c'est super important que des développeurs construisent du neuf. Il y a un flagrant besoin d'avoir des nouvelles unités dans le marché pour justement favoriser l'abordabilité, puis rééquilibrer peut-être le marché. Combler aussi le manque de logements actuels qu'on a. Exact. Et de notre côté, par contre, comme je disais, on ne fait pas de construction neuve. Je crois qu'un autre créneau intéressant est de faire des changements d'usage dans des bâtiments existants. Donc, par exemple, prendre un immeuble à bureau, le convertir en logement. Donc, ça, on travaille sur quelques projets dans ce sens-là. Des anciens couvents, des anciens presbytères, des anciens bâtiments qui sont actuellement vacants. Pour moi, c'est paradoxal. On a une crise du logement, puis il y a des bâtiments vacants qui traînent un peu partout. Qui traînent, qui sont en train de devenir vétustes, puis qui coûtent des sous à la communauté. Plus on attend avant de les redévelopper, plus financièrement ça devient possible parce qu'il devient tellement vétuste que les chiffres ne fonctionnent plus. Ouais. Donc, puis nous, dans notre modèle, c'est qu'on est capable de redévelopper ces bâtiments-là beaucoup plus rapidement qu'une construction neuve. Donc, je trouve que c'est une super belle façon d'amener rapidement du logement au marché. Après ça, des fois, il y a des enjeux de zonage, il y a toutes sortes d'enjeux de faisabilité, mais on veut se casser la tête pour trouver des solutions puis réussir à amener ces logements-là au marché rapidement. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, tu trouves une solution en tant que redéveloppeur dans ce que tu fais. C'est le fun parce que tu es capable d'être créatif, mais tu es capable de trouver aussi une solution rapide aux besoins actuels. Fait que je pense un petit peu, on entend depuis qu'on jase depuis tantôt, les valeurs du groupe Inspire. Les valeurs du groupe Inspire, j'ai l'impression que ça en fait partie de pouvoir trouver une solution, mais aussi rapide et aussi satisfaisante pour la communauté et la société. Puis ça, c'est le fun parce que autant on voit d'immeubles vacants, comme tu viens de le dire, autant on a besoin de logements. Puis on est en train de voir de plus en plus, c'est dans le temps où on avait beaucoup d'immeubles vacants sur l'île de Montréal, mais on est en train d'en voir aujourd'hui dans les régions, dans les deuxième et troisième couronnes. Et on a vu aussi un étalement urbain dans les dernières années. Donc, il faudrait que les gens aussi sortent un petit peu de leur zone de confort en tant que développeurs ou redéveloppeurs et de voir qu'il y a un potentiel non seulement dans les deuxième, troisième couronnes, mais qu'il y a aussi des bâtiments vacants et des sites à redévelopper. Puis, il n'y a pas uniquement de la création de logements à faire soit dans la construction neuve, parce qu'on peut au final avoir le même produit, la même rentabilité avec un terrain à redévelopper avec finalement de la construction neuve, parce que si l'immeuble est complètement rénové, il devient un immeuble neuf. Donc, la structure est refaite, l'électricité est refaite, pas mal tout est refait. Donc, on vient de créer de la valeur avec quelque chose d'existant. Puis, en même temps, ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'on est en train de réaménager aussi l'urbanisation des villes. Puis ça, c'est quelque chose de le fun que tu parles, Sébastien, parce que je pense qu'un développeur ou un redéveloppeur, bien, la première mission qu'il a, c'est ça, c'est réimaginer. C'est être créatif. Puis ça, c'est ça qui est le fun parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de manque de logement, de crise de logement. Et on a vu des développeurs dans les 10, 15 dernières années aller uniquement s'axer sur l'optimisation financière et la hausse des loyers. Mais à travers tout ça, il y a un marché que les gens oublient. Il y a une niche dans l'abordabilité que beaucoup de développeurs ou d'investisseurs ne voyaient pas comme quelque chose d'intéressant pour eux. Mais aujourd'hui, il y a des redéveloppeurs et des développeurs qui se spécialisent là-dedans et c'est une niche. C'est comme un marché qu'on a tassé puis qu'on s'est dit, bon, ben écoute, il n'y a pas vraiment d'argent à faire là-dedans. C'est pas vrai. Il y a de l'argent à faire. C'est juste qu'il faut le travailler d'une certaine manière. Il faut vouloir travailler différemment, oui, mais avant tout, créer de l'impact. Puis l'idée, c'est que c'est pas vrai que tout le monde est capable de se payer un 3,5 au centre-ville à 2500, 3000 $. C'est vrai. C'est pas vrai. Donc, il faut trouver une solution pour les gens de la classe moyenne qui ont moins de moyens financiers. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Fait que je pense que c'est super pertinent ce que tu dis. Il faut trouver des solutions différentes pour amener de l'abordabilité au marché. Puis, effectivement, dans les derniers temps, je vois une recrudescence de développeurs et développeurs qui ont envie d'explorer cette voie-là puis de trouver des solutions pour
amener justement de l'abordabilité au marché. Peut-être parce qu'au final, ils voient que dans les projets qu'ils font à 2500, 3000 $, il y a peut-être un peu plus de vacances aussi que dans un marché un peu plus abordable. Fait qu'il y a probablement une motivation financière aussi, puis c'est correct. Nous, c'est à l'inverse, on commence par la mission puis la vision, c'est de dire on veut avoir un impact sur l'abordabilité, puis ensuite on cherche des solutions. Mais je suis super content de voir que d'autres groupes s'intéressent quand même à ce problème de société-là grandissant. C'est sûr, c'est sûr. Puis je pense que toi, en tant que redéveloppeur qui voit qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ça, je pense que c'est positif aussi pour ton domaine. Parce que plus vous êtes, plus on va avoir de succès dans ce type de projet. Pourquoi? Parce que les normes réglementaires vont s'y adapter, parce que les institutions financières vont s'y adapter, parce que les gouvernements, les ministères vont pouvoir mieux comprendre ça. C'est comme dans le temps où est-ce qu'on voyait il y a 20, 25, 30 ans, acheter un multilogement, c'était pas pour tout le monde. C'était quelque chose que les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, c'est tellement devenu normal qu'il n'y a aucune banque qui ne finance pas un multilogement. C'est la même chose un petit peu dans ce qu'on parle. C'est que si tout le monde comprend le besoin urgent de faire du redéveloppement abordable, de recréer des environnements sains et de recréer des communautés, bien, de plus en plus, les institutions financières vont pouvoir avoir des produits qui vont s'adapter à ça. Les financements vont être plus faciles. La crise du logement va être réglée plus vite et on va aussi régler d'enlever tous les bâtiments vétustes et vacants qui traînent à travers les villes. Moi, je viens de faire une transaction justement comme ça à Sainte-Adèle où est-ce qu'on avait un vieil hôtel qui était abandonné depuis les années 70. Donc, c'est incroyable. Depuis 70 à aujourd'hui, ça fait 54 ans. 54 ans qu'un immeuble est fermé et c'est un ancien hôtel. 54 ans. Tu sais, c'est 2 fois ma vie, là. Fait que, Sébastien, ici, on parlait un petit peu de tes prochains projets, les projets que tu voudrais faire, que tu n'as peut-être pas encore ou peut-être qui sont dans la loupe. Parce que en faisant du redéveloppement chez Groupe Inspire, vous faites aussi un petit peu de land banking. En quelque part. Parce que, mettons qu'on prend un site qui est à redévelopper, mais qu'il y a des locataires qui sont à l'intérieur, nous autres, on appelle ça du land banking avec revenu. Fait que c'est du redéveloppement à moyen terme. Puis, je vois un petit peu que c'est un créneau qui est super intéressant parce qu'on a une meilleure facilité de financement parce qu'il y a des bâtiments existants. Il y a une valeur que les banques vont pouvoir évaluer pour pouvoir nous donner du financement. En même temps, on a, dans certains cas, des revenus right away. Exact. Donc, on est capable d'amortir un petit peu les coûts, pas au complet, bien entendu, mais on a un petit amortissement qui se fait. Puis en même temps, on voit que c'est des projets qui demandent énormément d'argent. Comment Groupe Inspire voit ses prochains projets? C'est quoi les prochains projets que vous voyez arriver dans votre pipeline? Est-ce que vous avez l'intention aussi de changer la façon de travailler un petit peu? Parce qu'on a des challenges qui s'en viennent. Le marché change. En fait, il change, mais il va toujours changer. Il faut toujours s'adapter. Je crois qu'il évolue plus rapidement que jamais, par contre. Là. Je me rappelle, il y a 10 ans, on pouvait faire à peu près la même affaire plusieurs années de suite, puis tout fonctionnait. Les taux d'intérêt étaient beaucoup plus stables. Là, de cette temps-ci, on dirait que tout évolue vraiment plus vite. Fait qu'il faut s'adapter plus vite. C'est correct. On est prêt à jouer le jeu. Le genre de projet qu'on regarde pour la suite, il y a la stratégie que j'ai discuté un peu plus tôt. On veut créer de l'abordabilité dans les immeubles existants occupés. Donc, vraiment acquérir des propriétés avec des logements dont les loyers sont très bas, puis maintenir l'abordabilité. Fait que ça, on peut en acheter de façon assez substantielle à chaque année. Puis, on rentre ça dans notre entreprise avec l'équipe de gestion, puis ça se fait, je ne vais pas dire tout seul, mais tu sais, c'est pas très complexe à gérer. D'un autre côté, on a tous nos redéveloppements plus majeurs. Et puis, à ce niveau-là, il y a des projets comme District Lupel, le projet à Trois-Rivières, où on crée un écosystème agroalimentaire. Donc, en ce moment, on est à l'étude sur d'autres projets similaires. Fait que vraiment des vieilles bâtisses commerciales industrielles qu'on peut redévelopper et insuffler une communauté dans le bâtiment. Donc, que ce soit agroalimentaire ou ça pourrait être une autre spécialisation, mais vraiment commerciale industrielle. Puis l'autre
l'autre front sur lequel on veut se positionner, puis qu'on travaille super fort en ce moment sur différents projets, c'est la conversion d'immeubles à bureaux en logement. Je considère qu'en ce moment, il y a une très grande opportunité de faire une différence dans ce créneau-là avec ce qui se passe dans le bureau. Je pense que c'est une chance relativement unique due à la pandémie et tout ça. On veut vraiment se positionner dans ce créneau-là pour rénover ces bâtiments-là, créer des logements assez rapidement, puis faire une différence. C'est vraiment les 3 créneaux qu'on étudie actuellement. L'abordabilité dans le logement existant, communauté dans le commercial industriel en redéveloppant des bâtiments vétustes, puis créer des nouveaux logements dans des tours à bureaux. C'est pas mal les 3 créneaux sur lesquels on travaille en ce moment. Excellent, excellent. Moi, j'aimerais ça que tu nous donnes une astuce pour les redéveloppeurs, les développeurs, puis même aussi les gens qui font les deux. Il y a des constructeurs développeurs. C'est quoi l'astuce pour pouvoir naviguer avec un marché aussi mouvementé? Parce qu'il faut se le dire, il faut dire les vraies affaires, il n'y aura plus jamais de marché stable. L'avenir va être tout le temps mouvementé. On n'aura jamais un marché stable. Il va toujours falloir continuellement s'adapter. C'est quoi les recommandations que tu aurais, toi? C'est une excellente question. Premièrement, les chiffres sont toujours importants dans un projet immobilier. C'est sûr qu'il faut quand même trouver une façon d'avoir un confort quand on fait nos proformas, essayer d'avoir une certaine contingence au cas où ça coûte plus cher, au cas où les intérêts augmentent. C'est quand même important de bien contrôler son proforma, sinon ça va être ton dernier projet. Le proforma, c'est super important. Comme je vous disais, nous, c'est pas la seule chose qui est importante. Moi, je dirais très franchement de vraiment prendre le temps de consulter les parties prenantes d'un milieu pour créer un projet qui est cohérent avec les besoins de l'écosystème existant. Puis quand on fait ça, honnêtement, on crée tellement plus de valeur pour la communauté que tout va je ne veux pas dire va se réaliser plus simplement, mais on va avoir l'appui de tous les parties prenantes. Ça va être bien plus fluide dans la réalisation du projet. Puis comme je disais un peu plus tôt, ça finit souvent par créer des nouvelles opportunités, donc au final aider aussi le proforma. Il faut faire confiance à la vie, puis il faut vouloir faire ces étapes-là, mais je pense que c'est un bon investissement. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis si tu pourrais nous donner un exemple de terrain que tu as redéveloppé, qui a été en quelque part, qui a nécessité un redéveloppement, pas un développement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu rarement, mais je sais que tu as fait un site comme ça. Je suis pas sûr de quel tu parles, mais bien évidemment, il y a le site de Trois-Rivières. Parce que tu avais un bâtiment que tu étais obligé, dans le fond, si vous ne l'achetiez pas, le bâtiment allait être démoli. OK, c'est ça. Dans le fond, le projet de Trois-Rivières, bien évidemment. Ouais. C'est ça. Dans le fond, on a carrément acheté une ancienne papetière à Trois-Rivières, de cascade. Si nous, on n'achetait pas, ils rasaient le bâtiment puis ils vendaient le terrain. Le bâtiment était vraiment en mauvais état. Mais on s'est dit qu'il y avait un potentiel. L'immeuble avait quand même une richesse architecturale, il y avait un passé vraiment intéressant, une histoire à raconter, puis on a vraiment misé là-dessus pour redévelopper le projet, tout en consultant les parties prenantes, surtout le développement économique de la ville, qui nous a lancé sur une piste agroalimentaire. Puis honnêtement, c'est en train de créer un écosystème fantastique. Il a fallu trust the process, mais les résultats sont fantastiques. Mais ça j'aime ça, tu vois, parce que pourquoi je voulais qu'on parle un petit peu de ça, c'est que non seulement il y a des challenges transactionnels, mais il y a certains bâtiments qu'on va devoir laisser aller au niveau de certaines municipalités. Il y a des bâtiments qu'on voit qui sont démolis. On a vu ça sur l'île de Montréal, où est-ce qu'on a failli perdre l'ancien immeuble de l'Abbé sur la rue Sainte-Catherine. Puis on a eu un redéveloppeur qui est arrivé et qui a dit non, moi je vais l'acheter. Mais ça, c'est le fun parce que dans certains cas, c'est pas uniquement le propriétaire qui a des challenges ou est-ce que lui, à un certain moment, il n'est plus capable d'assumer les coûts qui sont énormes pour des bâtiments comme ça. Mais il y a aussi des villes qui vont demander à ce que certains immeubles, étant donné l'état, soient démolis. Fait que non seulement il y a de la création de valeur, mais il y a aussi de la protection de notre patrimoine.
Ça aussi, c'est un point qui est très important. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, Sébastien, comment tu vois le marché dans les prochaines années? C'est quoi les tendances que tu vois arriver? Toi, tu touches un petit peu à tout. Tu fais du résidentiel, du commercial, de l'industriel. Tu es dans le redéveloppement principalement. Puis toi, tu es quelqu'un qui sort de ta zone de confort. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans tes projets, tu n'as pas de secteur spécifique. Tu travailles où les challenges t'emmènent. Fait que, comment tu vois le marché dans les prochaines années? Très bonne question. C'est un marché qui est beaucoup en mouvement. C'est un marché qui est beaucoup moins stable que ce qu'on a connu par le passé. C'est la nouvelle réalité. Il faut s'adapter. Il faut être prêt à vivre avec cette incertitude-là. Mais dans mon cas, suite à la COVID, je réalise que les gens ont... Certains le réalisent, certains ne le réalisent pas, mais ont un besoin d'appartenance, ont un besoin d'être dans une communauté. Puis, de plus en plus, certaines personnes travaillent de plus en plus en télétravail, sont tout le temps seuls chez eux. Si au moins on peut créer des communautés dans les bâtiments, des lieux de rassemblement, créer un tissu social à travers l'immobilier, je pense qu'on répond à un besoin important de l'humain. Donc, je pense que de plus en plus de développeurs comprennent ça. On voit de plus en plus de services dans les bâtiments, de lieux de rassemblement. Les gens, je pense que c'est un besoin important pour eux. Fait que je pense que le marché s'en va vers de plus en plus de services, de plus en plus d'animation dans les bâtiments. Là, je parlais du résidentiel, mais c'est la même chose dans le commercial. Imaginez si vous êtes une entreprise, je dis n'importe quoi, dans le textile, puis vous pouvez occuper un bâtiment qui est avec plein d'autres entreprises dans le même domaine, dans lequel vous avez des salles de réunion communes, des bureaux communs, puis au quotidien, vous pouvez échanger avec ces gens-là. Imaginez comment ça crée de la valeur pour ces entreprises-là, ça crée des connexions humaines. À mon avis, c'est bien plus intéressant que chacun son petit local, puis il n'y a pas d'échange. Fait que moi, je crois que le marché s'en va de plus en plus vers des services, des échanges, de la collaboration, puis c'est ce qui va nous faire grandir comme société. Je pense que je suis extrêmement d'accord avec toi, Sébastien, parce que quand on regarde ce qu'on est en train de voir, l'amalgame, les gens sont en train d'arrimer leurs besoins ensemble. Oui. C'est un petit peu le résultat d'une globalisation mondiale. On est en train de voir ça à travers le monde entier, des communautés au niveau entreprise, des communautés au niveau résidentiel. Oui. Puis ça, c'est les tendances qui s'en viennent dans les prochaines années, qui vont répondre non seulement au tissu social que je pense avoir vu se déchirer dans les 20 dernières années, où est-ce que l'humain a été mis de côté et que la technologie a été mise en avant. On est en train de réaliser qu'on a besoin de remettre l'humain en tant qu'acteur principal parce que c'est vraiment nous les acteurs principaux. Puis on est en train de voir aussi que de plus en plus, les entreprises, les créateurs, les entrepreneurs sont de plus en plus conscients de ça et sont de plus en plus impliqués à réintégrer l'humain en tant qu'acteur principal. Ça, je pense que c'est un petit peu un résultat d'une globalisation mondiale qui nous donne ça aujourd'hui. Oui, puis j'ai envie de dire, il y a de moins en moins de séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. Depuis le COVID, je crois qu'il y a eu une accélération de ça. Puis c'est un peu notre devoir en tant que développeur de voir comment on peut enrichir la vie de ces gens-là, idéalement dans les deux sphères, autant au niveau personnel, autant au niveau professionnel, en créant justement des espaces qui conviennent aux besoins des gens. Puis je rajouterais aussi qu'en tant qu'entrepreneur qui gère une entreprise, je pense qu'on a de plus en plus le devoir, ou personnellement en tout cas, j'ai l'ambition d'avoir un impact positif sur mon équipe, de leur offrir des conditions gagnantes, de leur offrir des expériences de vie aussi. Oui. Fait que pas juste tu travailles chez Groupe Inspire, tu fais ton 9 à 5, merci, bonsoir. Non, on crée des relations enrichissantes ensemble. J'essaie d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Là, je parle de l'équipe. On essaie de faire la même chose avec nos locataires, nos partenaires. Donc, on essaie de pousser ça à plus grande échelle. Puis, je crois que de plus en plus d'entrepreneurs réalisent ça, puis essaient d'avoir un impact positif dans la vie de leurs équipes. Définitivement, définitivement. Écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui, de nous avoir partagé un peu ton expérience, de nous avoir partagé tes astuces, les challenges que vous avez eu à vivre. Moi, j'aimerais que tu nous donnes un petit dernier message
en tant que redéveloppeur. Il faut bien le préciser, le groupe Inspire, c'est une gang de redéveloppeurs. Oui. En fait, je dirais, essayez d'oser au moins. T'sais, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement faire que du redéveloppement en tant que développeur, mais essayez d'oser. Si vous êtes face à un projet un peu différent, juste mettez-vous en mode créatif. Essayez de voir comment on peut créer de la valeur pour le projet, pour l'écosystème autour, puis pour vous aussi, mais osez. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Puis on te souhaite une excellente journée. On te dit peut-être à la prochaine. Excellent. Merci, Sophia, puis bonne journée à toi aussi. Merci. Au revoir.